Nous en sommes maintenant à la période de questions et réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ça fait 2 jours que je questionne le Premier ministre sur la question du défi de l'emploi. Et ce matin, j'ai entendu le Premier ministre du Canada qui était à la radio ce matin et qui en a rajouté. Il a dit « Mes 40 députés au Québec me disent qu'on est en train de mettre un frein à la croissance économique du Québec. » Monsieur le Président, nous avons laissé aux Québécois un Québec plus fort, un Québec plus prospère, un Québec où le défi de la création d'emplois s'est transformé en défi de la main-d'œuvre. Nous devons maintenant pourvoir des postes pour s'assurer justement que cet élan économique se poursuive. Monsieur le Président, on a atteint hier un nouveau sommet. On apprend qu'une entreprise en Beauce a été obligée de noliser un avion 9 places pour recruter des soudeurs à Sudbury. Aujourd'hui, c'est la compagnie Rotobec, toujours en Beauce, qui doit déplacer ses emplois aux États-Unis par manque de main-d'œuvre. Imaginez-vous les coûts pour les PME du Québec tout entier. Dans ces circonstances, je partage pleinement les propos de François Cardinal dans la presse hier quand il parlait de la décision du gouvernement en matière d'immigration. Il a dit « Elle est tellement paradoxale qu'on ne sait pas par quel bout commencer ». Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre est conscient qu'avec ce manque de vision, il nuit non seulement à la crédibilité de son gouvernement, mais encore davantage au développement économique du Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Quand on regarde les immigrants dans les 10 dernières années, on voit qu'avec l'approche libérale, 26 des immigrants quittent le Québec dans les 10 premières années. Si vous faites un petit calcul, Monsieur le Président, 26 de 50 000, c'est 13 000 qui quittent le Québec. Donc, il en reste 37 000. Donc, si, et je prends pour acquis que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Immigration va réussir, si on réussit à bien choisir 40 000 nouveaux arrivants en fonction des besoins des entreprises dans chaque région du Québec, bien, il y aura 40 000 personnes qui vont pouvoir aider à résoudre la pénurie de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas la seule solution. On doit aussi mieux arrimer la formation, l'éducation aux besoins des entreprises. Il faut être capable, Monsieur le Président, aussi de convaincre des retraités de revenir au travail. Donc, il y a plusieurs façons. On va y travailler. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'approche qui avait été prise depuis 15 ans n'a pas réussi. Ça a été un échec. Nous, on va réussir. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je pense qu'il nous donne des vieux chiffres, là, parce que la situation s'est fortement améliorée depuis ce temps-là. Il est même en désaccord avec le Conseil du patronat qui affirme que les conséquences d'une baisse vont se faire sentir pendant des années. Monsieur le Président, est-ce qu'il comprend qu'il a la responsabilité de soutenir le développement économique du Québec? Va-t-il revoir son plan en immigration afin d'assurer notre prospérité, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Oui, ce que je comprends, c'est que le chef de l'opposition officielle conteste les chiffres de Statistique Canada. Donc, il nous dit, bien, ce sont des vieux chiffres, ce sont des chiffres pour les 10 ans. Après 10 ans, il y a 26 des nouveaux arrivants qui quittent le Québec parce qu'ils ne trouvent pas un emploi intéressant. Le défi au Québec, c'est de créer des emplois intéressants, des emplois payants, des emplois avec de la valeur ajoutée. C'est pour ça que le ministre de l'Économie va travailler à attirer plus d'investissements privés pour créer plus d'emplois, entre autres dans le secteur manufacturier innovant, des emplois payants que les nouveaux arrivants qui vont être mieux choisis vont pouvoir occuper. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines années. Puis moi, je suis Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, encore une fois, on pourra peut-être rafraîchir les chiffres, si on veut, pour le Premier ministre, mais il est clair qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Le Premier ministre a dit « en prendre moins ». Bien, pour moi, en prendre moins, ça veut dire qu'il va y avoir moins de travailleurs au Québec. Et ça, c'est clair. D'ailleurs, vous le dites de façon non équivoque dans votre vision économique. Cette mise à jour budgétaire que vous avez faite prévoit qu'on passe d'une création... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les chiffres sont têtus.
26 quittent le Québec dans les 10 premières années. Et il y a un autre problème, je sais que ça n'intéresse pas le Parti libéral, mais plus de la moitié des immigrants qui sont arrivés au Québec l'année dernière ne parlaient pas français. Si on a à cœur la protection de notre langue, il faut mettre en place des mesures. Nous, on va mettre un test de français obligatoire. Nous, on pense que c'est important de protéger le français au Québec. Les libéraux ont choisi de ne pas protéger le français. Regardez le résultat. S'il vous plaît. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, on commence par la question économique. Là, on est rendu à la protection du français. Les chambres de commerce l'ont dit, et même le ministre de l'Immigration a été assez clair dans ses entrevues, ses nombreuses entrevues, et il a dit ça ne durera pas longtemps, ce plan-là. Là, on va changer ça bientôt. Les chambres de commerce prédisent que le gouvernement allait reculer. Est-ce que le premier ministre peut au moins avoir l'audace de dire qu'il s'est trompé et prendre immédiatement une position responsable dans ce dossier? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, une position responsable, c'est de commencer avec 40 000. Bien intégrer ces 40 000 en emploi, leur apprendre le français, quand on va avoir réussi, ce qui n'a pas été fait dans le passé avec l'ancien gouvernement, on va pouvoir réaugmenter les seuils. Puis on a bien lu la lettre du gouvernement fédéral ce matin. Ils nous disent il y a une ouverture si c'est temporaire. Bien, temporairement, il faut prendre un pas de recul pour être capable de bien faire les choses à l'avantage des nouveaux arrivants et à l'avantage du Québec. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, le premier ministre s'est levé en Chambre mardi et il a dit qu'il y avait 10 000 nouveaux arrivants qui quittaient le Québec chaque année. Hier, il s'est levé en Chambre et il a dit qu'il y avait 13 000 nouveaux arrivants qui quittaient le Québec chaque année. Aujourd'hui, il s'est levé en Chambre et il a dit que 26 % des nouveaux arrivants quittaient le Québec. Lequel de ces trois chiffres est exact, Monsieur le Président? Aucun. Aucun, Monsieur le Président, parce que finalement, à la CAQ, on refuse d'utiliser les bons critères pour prendre des décisions. Alors, j'aimerais déposer en cette Chambre ce document qui, j'espère, va les inspirer à utiliser les bons chiffres lorsqu'on parle d'immigration. Alors, après nous avoir dit qu'il y aurait des diminutions de seuil sans critères, le ministre nous a annoncé que cette diminution serait temporaire. Ma question est assez simple. Que veut dire temporaire? 1 an, 2 ans, 3 ans? Et quels critères il va utiliser pour remonter les seuils à 50 000? Est-ce qu'on diminue sans critères et on remonte sans critères à la CAQ? D'abord, il y a consentement pour le dépôt des documents. Consentement. Alors, consentement retenu. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce qui est important et ce qui est primordial, c'est de bien faire les choses. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne ne peut pas nier qu'il y a une problématique relativement à notre système d'immigration. Qu'au Québec, au cours des 15 dernières années, il y a eu des difficultés. Il y a des gens qui ont quitté leur pays d'origine avec la tête remplie de rêves, avec la possibilité qu'ils pensaient pouvoir occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Leurs diplômes n'ont pas été reconnus. Ils n'ont pas réussi à se dénicher un emploi. Parfois, ils ont quitté le Québec. Parfois, ils sont retournés dans leur pays d'origine ou ils ont quitté vers une autre province canadienne. Moi, je veux m'assurer, avec le plan qu'on va développer, de s'assurer que chaque personne qui choisit le Québec puisse y demeurer et puisse participer à la société québécoise pleinement, à la hauteur de ses compétences, et surtout s'assurer de faire en sorte que lorsqu'elle choisit le Québec, bien, la société d'accueil va l'accueillir adéquatement, notamment en matière de francisation, notamment aussi en matière d'intégration, parce qu'on a tous une responsabilité collective à ce niveau-là. Et honnêtement, je serais un peu gêné de la part de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne parce qu'à l'époque où elle était ministre du Développement économique, elle était au courant de la pénurie d'emplois. Et elle sait très bien que l'immigration n'est pas uniquement le seul critère pour combler ces emplois-là. Et notamment, il faut travailler sur la régionalisation. Et c'est quoi le portrait? C'est que l'immigration est concentrée à Montréal et il faut changer ça. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le ministre utilise beaucoup de mots, mais ne répond pas à la question et me sert exactement la même réponse que hier. Beaucoup de mots, c'est la cassette qui ressort encore. Je n'ai entendu aucun critère. Aucun critère. Alors, attention. Je soumets au ministre 2 critères qu'il pourrait utiliser s'il voulait remonter les seuils. Peut-être le taux de chômage des nouveaux arrivants qui est présentement à 8,7 %. Peut-être le taux de rétention qui est présentement à 84 %. Quels critères et que veut dire le mot temporaire lorsque vous parlez de réduction temporaire? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, l'ancienne ministre. S'il vous plaît.
Un peu de sourire, mais on continue à écouter la réponse. La parole appartient au ministre de l'Immigration. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sait très bien que nous allons procéder à une planification pluriannuelle, comme le prévoit la loi sur l'immigration, au cours de l'année 2019. Donc, dans le cadre de cette planification pluriannuelle, nous allons établir les cibles pour les années 2020, 2021 et 2022. Et c'est à cette occasion que nous pourrons établir quel sera le plan du gouvernement relativement aux cibles fixées pour les 3 prochaines années. Et j'invite la députée à participer à cette commission parlementaire-là parce que la commission, c'est une commission qui est publique, une commission de consultation publique, et à cette occasion, nous aurons l'occasion d'entendre l'ensemble des intervenants et de fixer le plan du gouvernement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, j'ai utilisé le mot critère. Jamais il n'a utilisé le mot critère de son côté. Il n'y a pas de critère pour passer de 50 000 à 40 000. Il n'y a pas de critère pour dire que ça devrait être une réduction temporaire et j'ai surtout entendu aucun critère utilisé pour passer de 40 000 et le remonter le seuil à 50 000. Monsieur le Président, il n'y en a pas de critère à la CAQ. J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des critères pour être ministre de l'Immigration à la CAQ? Monsieur le ministre de l'Immigration. OK, s'il vous plaît, maintenant, c'est la réponse que l'on souhaite entendre et non pas les commentaires ou les chuchotements. Ça sent la chefferie. Monsieur le Président, je constate... Monsieur, s'il vous plaît, on garde ce que l'on s'est donné comme façon de faire. Alors, d'écouter les questions, d'écouter les réponses, de faire en sorte que tout fonctionne efficacement. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous. Monsieur le Président, je connais la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et je sais que c'est une femme de grande valeur. Et je sais que le sens de sa question ne représente pas la teneur de ce qu'elle pense réellement. Et d'ailleurs, j'invite les collègues parlementaires à faire preuve d'élévation dans le cadre de nos échanges ici à l'Assemblée nationale parce que ça nous amènera à rien. Je vous demande votre collaboration. Depuis le début de la semaine, tout va bien. C'est la même chose. Je pense que des échanges ici, je pense qu'on n'est pas seul. Il y a des gens qui nous regardent et qui souhaitent que ce soit efficace. Alors, on continue de bonne façon. La collaboration de tout le monde serait appréciée. Alors, Monsieur le Président, pour répondre à la question, il n'y a personne ici qui peut nier qu'il y a des difficultés avec notre système d'immigration et qu'il faut le réformer. Il faut s'assurer d'offrir les meilleures possibilités aux gens qui choisissent le Québec. Et le bilan, au cours des dernières années, il est à réparer. Il faut l'améliorer. Si la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous dit qu'il n'y en a pas de problème en matière d'immigration, je lui demande où elle était-elle les 4 dernières années. Je reconnais le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. On est tous d'accord, la consommation du cannabis entraîne des effets bien réels sur la santé. Et le ministre a raison sur une chose. Comme sa ministre de la Santé, je ne suis pas un médecin, mais je suis un parent. Et comme tous les parents du Québec, je préférerais que nos enfants ne consomment jamais de cannabis. Je préférerais que le jour venu, nos enfants fassent le choix de s'abstenir. Mais la réalité, c'est que même si 100 % des parents préfèrent que leurs enfants ne consomment pas, 31 % des jeunes entre 18 et 21 ans consomment quand même. Hier, le ministre avait une opportunité. Il pouvait réduire le nombre de jeunes qui fument ou il pouvait s'assurer qu'ils consomment un cannabis moins nocif. Pourtant, ce que le ministre a annoncé aux parents du Québec, c'est zéro prévention, zéro sensibilisation. Donc, vos jeunes vont continuer à fumer, mais vous ne les verrez pas à la SQDC. Ils vont continuer d'aller voir le dealer, ils vont continuer de fumer de la scrap. Ce que le ministre fait, c'est la politique de l'autruche. Est-ce qu'il peut sortir la tête du sable et arrêter de pousser les jeunes vers les criminels? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, Monsieur le Président, en fait, je trouve que c'est une bonne journée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la santé mentale de nos jeunes. Et oui, le Québec a sorti la tête du sable aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le député de Pontiac. Je n'ai rien annoncé. Nous avons annoncé 25 millions d'investissements pour les jeunes qui ont des problèmes de dépendance et de consommation de cannabis. C'est rien, ça? Nous avons annoncé que nous allons supporter 4 grands programmes majeurs pour ces jeunes-là. On dit aux parents qu'on va les aider, on va aider nos jeunes. On sait qu'on n'en fait pas encore assez. Maintenant, ça fait 1 mois et demi qu'on est là. Donnez-nous un peu de temps. Vous savez c'est quoi les programmes? On va aider les programmes sur les dépendances chez les jeunes adultes. On va aider le programme de premier épisode psychotique, qu'ils ont commencé à aider effectivement, mais qui n'est pas distribué de façon équitable et dans toutes les régions du Québec. Avec l'introduction du cannabis, il fallait s'assurer que ces programmes soient présents partout avant. C'est une erreur. Nous allons également introduire le programme Air ouverte pour déstigmatiser la psychiatrie chez les jeunes, chez les 12 à 25 ans. Encore une fois, c'est un programme qu'il faut
diffuser plus longtemps. Et la pièce clé, c'est l'éducation chez les jeunes qu'il va falloir commencer si on veut changer les choses à long terme. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, le ministre répète que ce qui l'inquiète, c'est la... Une seule personne a la parole. À ce moment-ci, c'est le député de Pontiac. Je l'ai reconnu. À vous la parole, s'il vous plaît. Merci. Ce qui l'inquiète, c'est la consommation chez les 13-18 ans. C'est ce qui nous répète que c'est là qu'il faut se concentrer. Alors hier, le ministre est allé dans une école secondaire. Dans une école où, pour tous les étudiants, le cannabis est déjà illégal. Est-ce qu'il a annoncé des programmes de prévention? Non. Est-ce qu'il a annoncé des ressources pour contrer le crime organisé? Non. Monsieur le Président, il est allé voir des 13-18 ans pour repousser l'âge légal de 18 à 21 ans. Il est allé dans une école secondaire pour interdire la possession dans les universités. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, je crois qu'effectivement, l'important, c'est de s'assurer que nos jeunes arrêtent de consommer. C'est un produit qui est toxique pour les 13-18 ans, autant que pour les 18-21 ans. On vise, en fait, jusqu'à 25 ans protéger nos jeunes. Nous, notre but, c'est de repousser l'âge de la première consommation. Je tiens à rappeler à nos députés de Pontiac que, dans l'opposition, le député de Lapinière appuyait également l'âge de 21 ans. Donc, je crois qu'il n'a pas fait le travail de convaincre son caucus. Et nous, on maintient l'âge de 21 ans, qui sera celui qui va le protéger le mieux nos jeunes générations. Monsieur le Président, on veut protéger nos enfants. Je demande à tous les Québécois de nous appuyer et aider la santé de nos jeunes, la santé mentale de nos jeunes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, il y a plusieurs enjeux avec le projet de loi du ministre. Prenons le cas d'une locataire. Elle ne pourra pas fumer à la maison, le propriétaire ne le permet pas. Elle ne pourra pas fumer dans les lieux publics, le gouvernement l'interdit. Elle ne pourra pas fumer nulle part, Monsieur le Président. Et la réponse du ministre à cette question, le plus sérieusement du monde, il lui dit qu'elle peut consommer des produits dérivés ou des huiles. Monsieur le Président, ça manque de sérieux. 40 des Québécois sont locataires et à tout ce monde-là, le ministre dit « Faites-vous donc une petite fournée de muffins ». C'est vraiment ça le compromis scientifique du ministre? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Et s'il vous plaît, on écoute la réponse attentivement. Merci à nouveau. Alors, effectivement, nous, ce qu'on veut également, c'est éviter la banalisation du geste de fumer. On s'est battu pendant des années pour diminuer le tabagisme. On a réussi à diminuer le tabagisme de 40 à 20 %. Et là, vous remettez le cannabis sur la scène publique. Donc, ce qu'on veut, c'est... C'est quoi la troisième, quatrième Quand la loi fois? est passée... On est en train, je m'excuse, 2 secondes. On s'est dit tout à l'heure qu'on faisait bien les choses. Je vous demandais d'être attentif, qu'on continue à faire efficacement le travail qu'on a à faire pour notre bénéfice et celui des gens qui nous écoutent. Merci de votre collaboration. Pourquoi perdre nos efforts en rajoutant le cannabis dans les lieux publics? La consommation sera permise sous d'autres formes que la forme fumée. Et je crois que les locataires, propriétaires et participants vont savoir que c'est une bonne décision que l'on prend. Merci, Monsieur le Président. Principal, je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis 2008, les erreurs d'estimation du prix de l'électricité par Hydro-Québec ont coûté près d'1,5 milliard de dollars aux Québécois. Dans l'opposition, la CAQ s'époumonait à réclamer un remboursement, pétitions, questions, motions pendant des mois, des années. On se souvient du site Internet de la CAQ sur le sujet qui s'appelait « Libéraux remboursés ». Ça a disparu du site Internet, Monsieur le Président. Maintenant qu'il est premier ministre, le chef de la CAQ ne compte pas remplir cette promesse sous prétexte que ce n'était pas un engagement électoral. Le premier ministre nous dit que 4 ans de promesses dans l'opposition, ça ne compte plus rendu au gouvernement. Je lui demande de remplir sa promesse et de s'assurer de redonner de l'argent dans les poches des Québécois. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'ai de la difficulté ce matin à suivre le chef de la deuxième opposition. Le PQ a dit pendant la campagne électorale qu'il n'y avait pas d'argent pour remettre dans le portefeuille des Québécois. Ce matin, il demande de remettre 1,5 milliard dans le portefeuille des Québécois. Est-ce qu'il peut nous dire où il va prendre ce 1,5 milliard? Est-ce qu'il veut couper en éducation? Où va-t-il prendre le 1,5 milliard? Monsieur le Président, effectivement, les libéraux, pendant toutes les années, ont collecté 1,5 milliard de trop via Hydro-Québec. Nous, on a proposé de remettre de l'argent, entre autres 500 $ par enfant à partir du 2e enfant, 200 $ pour les aînés de 70 ans et plus. Est-ce que le PQ nous annonce aujourd'hui qu'il va maintenant
appuyer la CAQ pour remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois? Ça serait une bonne nouvelle. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce qui serait une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement tienne ses engagements. Il a été élu avec ça. Ça a marché, mais là, ça ne tient plus maintenant. 350 $ par usager, c'est ce que ça représente. Je suis sûr que s'il pose la question au PDG d'Hydro-Québec, il va dire oui parce qu'il dit oui à tout pour rester en poste présentement. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il va demander au PDG d'Hydro-Québec de remettre 350 $ dans les poches des Québécois avant les fêtes, oui ou non? C'était son engagement. Monsieur le Premier ministre, on est attentif pour la réponse. Monsieur le Président, j'invite le chef de la deuxième opposition en fin de semaine à faire un petit exercice. Lire le cadre financier des différents partis politiques. Il va voir nulle part la CAQ qui propose de donner 1,5 milliard pour les trop perçus d'Hydro-Québec. Par contre, c'est la CAQ qui a proposé le plus pour remettre de l'argent dans le portefeuille. On a annoncé ce matin, entre autres, qu'on va réduire de façon très importante les taxes scolaires. Donc, on va respecter nos engagements, mais j'invite le chef de la deuxième opposition à bien lire les cadres financiers. Il va voir qu'on ne parle pas d'1,5 milliard chez Hydro-Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ils ont posé des questions, ils ont déposé des motions. Même la députée de Saint-Hyacinthe est allée en main propre remettre ça au ministère. Ils sont engagés pour 350 $ par usager. Quand le premier ministre dit que d'investir dans l'éolien, c'est pour acheter des votes, est-ce que c'est ça qu'il a fait aussi avec cette promesse qu'il n'est pas capable de remplir pour les Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, le Parti québécois, le Parti libéral ont essayé d'acheter des votes en forçant Hydro-Québec à acheter de l'électricité qu'on n'a pas besoin. Ça ne s'est jamais vu. L'été dernier, Hydro-Québec a déversé de l'eau dans ses barrages. C'est comme si on prenait de l'argent et on le mettait aux poubelles. Notre gouvernement va être responsable. On va construire de l'éolien, on va construire des barrages quand on en aura besoin, pas pour acheter des votes, pour être capable d'enrichir les Québécois. Principal, troisième groupe, je reconnais la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. La rentrée parlementaire tire à sa fin et je pense que c'est un peu l'heure de commencer à faire des bilans. Ce gouvernement-là, Monsieur le Président, nous a affirmé à plusieurs reprises vouloir agir avec pragmatisme. À mon sens, il a plutôt agi depuis le début avec idéologie, avec des slogans de campagne que je viens encore d'entendre. Moi, ça m'inquiète, puis je ne suis pas tout seul. Prenons le dossier du cannabis, par exemple. C'est inquiétant de voir que le gouvernement ignore complètement l'avis des experts qui disent « hausser l'âge légal à 21 ans est une mauvaise idée ». En plus, ce matin, son ministre se désolait de ne pas avoir inclus l'alcool dans sa réflexion. Monsieur le Président, on est-tu en train de retourner dans l'idéologie conservatrice des années 50? Ça m'inquiète, je ne suis pas la seule. Pour son information, il y a plusieurs experts, et d'ailleurs, je dépose le document, et dans cette liste d'experts que je vais déposer au gouvernement, il y a, ce n'est pas des experts de l'industrie du cannabis, Monsieur le Président, il y a l'Institut national de la santé publique et le directeur de la santé publique. Ça m'étonne que le premier ministre ignore ces gens-là, ignore ces institutions-là. Alors, est-ce que le premier ministre est en train de nous dire d'une certaine façon qu'il doute de la compétence de nos institutions publiques? Y a-t-il consentement pour le dépôt des documents? Consentement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le message du gouvernement est clair. Les jeunes ne doivent pas consommer de cannabis. C'est dangereux. On se retrouve dans une situation où on en parle actuellement. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale chez les jeunes. C'est prouvé. Les médecins spécialistes l'ont dit de façon à peu près unanime. C'est pas une bonne idée de consommer quand on est jeune. Ça peut amener des problèmes, entre autres, de schizophrénie. On en connaît tous des exemples dans notre entourage. Donc, soyons cohérents. Oui, l'objectif du gouvernement, c'est de convaincre les jeunes de ne pas consommer. Ça passe avant faire des profits. Ça passe avant faire la guerre au crime organisé. Oui, le gouvernement va défendre ce produit dangereux, puis je suis très fier de ça.
Première complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. En fait, Monsieur le Premier ministre, les preuves que vous avez datent du cannabis de la rue et c'est là que vous voulez laisser les jeunes de 18-21 ans. Mais ceci étant dit, cet entêtement idéologique-là n'est pas seulement au niveau du cannabis, il est aussi au niveau de l'immigration. En fait, moi aussi, je veux prendre soin de chaque personne qui arrive au Québec pour lui trouver sa place. On nous cite souvent le rapport de la vérificatrice générale. Est-ce que le premier ministre peut me dire à quelle page il a trouvé qu'il fallait baisser les seuils d'immigration? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, est-ce qu'on parle de cannabis ou d'immigration? D'immigration, bon. On peut aller sur l'immigration. La chef du deuxième groupe d'opposition sait que l'année dernière, plus de 50 des Québécois, des nouveaux arrivants, pardon, le party était dur hier soir, donc la moitié des nouveaux arrivants ne parlent pas français. Pour nous, c'est important de prendre un nombre où on est capable de donner des cours à tout le monde, puis s'assurer qu'il y a une bonne intégration. Même chose pour l'emploi. Il n'y a pas assez de nouveaux arrivants qui réussissent à trouver un emploi à leur goût. Donc, c'est ça qu'on prend. On prend à cœur l'intégration des nouveaux Deuxième complémentaire, arrivants. Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Moi, je suis juste en train de faire le bilan des premières semaines, là. L'idéologie qui est portée derrière ça, c'est une idéologie qui, dans les faits, ne reconnaît pas la science. Prenons, par exemple, en matière de changement climatique. Encore une fois, on privilégie... Leader du gouvernement. C'est très clair à l'effet qu'il y a une question principale portée sur un sujet et les complémentaires doivent également porter sur le même sujet. Ce que la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques est en train de faire, c'est de poser une question principale sur un sujet. La deuxième question, la première question complémentaire portait sur un autre sujet complètement et sa troisième question semble porter vers un troisième sujet distinct. Alors, Monsieur le Président, en vertu du règlement, je vous invite à appliquer le règlement et à faire en sorte que les questions complémentaires suivent le sujet principal, la question principale. Les questions doivent, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Ce n'est pas au leader du gouvernement à écrire les questions des oppositions. Premièrement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous entends très bien, messieurs les députés. Je vous entends très bien, messieurs les députés. S'il vous plaît. Je vous parle. La parole appartient au leader du troisième groupe d'opposition. Il est le seul à avoir la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je disais, ce n'est pas au leader du gouvernement à écrire les questions de l'opposition. La question de la chef du troisième groupe d'opposition porte sur le bilan parlementaire du gouvernement et porte sur une idéologie qui est un fil conducteur entre plusieurs dossiers et c'est son droit comme parlementaire d'utiliser ce fil conducteur-là pour poser ces questions. Je comprends que ça dérange, de toute évidence, le gouvernement, mais ce n'est pas au leader de l'opposition à écrire nos questions. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, à l'Assemblée nationale, il y a des règles qui s'appliquent, notamment le règlement sur l'Assemblée nationale, et demain, nous aurons l'occasion de déposer tous ensemble un projet de loi qui modifie les règles visant la reconnaissance du deuxième groupe d'opposition et du troisième groupe d'opposition. C'est les règles qu'on s'est dotés, nous tous ensemble, et on a participé aux négociations ensemble. Alors, si le troisième groupe d'opposition ne veut pas suivre les règles du règlement, nous avons un problème, monsieur. Oh, écoutez, non, là, on peut s'échanger comme ça, à votre guise. Non, mais 2 secondes. On est en train de faire en sorte de prendre du temps essentiel pour poser des questions et des réponses. Je demande de la collaboration pour que les questions principales et complémentaires portent sur le même sujet. Je vais vous permettre votre question, mais je vous demande votre collaboration pour l'avenir. Et maintenant, je pense qu'il est temps de reprendre la question. Cette période de questions, elle est essentielle. Alors, je permets à la chef du troisième groupe d'opposition de poursuivre sa question et de compléter cet échange. Merci. Alors, sur le bilan, c'était ça, je l'ai dit dans ma première phrase. Ma question au premier ministre, puisqu'il ne reconnaît pas les experts, puisqu'il n'est pas capable de me dire à quelle page les baisses est un objectif de la VG, est-ce qu'il va écouter les urbanistes en matière de protection de l'environnement?
Monsieur le ministre de l'Immigration ou Monsieur le leader du gouvernement? Sur la question de règlement, il y a de la jurisprudence associée au fait que les questions complémentaires doivent porter sur le même sujet et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques ne le fait pas. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, d'abord, il y a eu suffisamment d'argumentation. Je pense que c'est du temps qui appartient à l'opposition. Deuxièmement, on ne peut pas remettre en question votre décision. Vous avez permis la question, j'attends une réponse moi aussi. Merci. Je prends 2 secondes. Encore une fois, j'ai demandé la collaboration pour l'avenir. J'ai dit que je permettais la question pour l'instant. Réponse à cette question qui a été posée. Monsieur le Président, Québec solidaire propose d'utiliser 10 milliards du Fonds des générations, qui est pour rembourser la dette, par souci d'équité entre les générations, propose donc de prendre ce 10 milliards pour lutter contre les changements climatiques. Moi, je pense qu'il faut être capable de faire les deux. Il faut être capable de réduire la dette qu'on laisse à nos enfants. Puis on va avoir un plan, ce que le gouvernement précédent n'a pas fait, un plan pour réduire les GES. Il faut faire les deux par souci d'équité pour nos enfants. Question principale. Madame la députée de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, près de la totalité des municipalités du Québec font affaire avec la Sûreté du Québec pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Toutefois, ces dernières années, le coût de ces services a connu une hausse appréciable qui se répercute sur le compte de taxes municipales. L'an dernier, le gouvernement avait agi vigoureusement pour limiter la hausse des coûts à 3 % plutôt que 10,5 % grâce à une subvention de 23 millions de dollars. Or, depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, le monde municipal est en attente de signaux clairs sur ce sujet. Le partage des coûts reliés aux services de la Sûreté du Québec était pourtant un engagement électoral du premier ministre. Nous sommes le 6 décembre et les municipalités doivent boucler leur budget dans les prochains jours. Ils ont d'ailleurs envoyé une lettre à la ministre. Le monde municipal s'explique mal l'immobilisme du gouvernement dans le dossier. La ministre de la Sécurité publique peut-elle dissiper les inquiétudes et indiquer à quel moment ces coûts seront connus, quelle sera l'ampleur de la hausse moyenne de la facturation et confirmer... Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la collègue d'aborder ce sujet-là parce qu'effectivement, les municipalités font des revendications sur le sujet qu'elle évoque. D'ailleurs, font ces revendications-là depuis bien longtemps, bien avant qu'on soit au pouvoir. Ça fait longtemps qu'il existe un problème, quant à elle, avec le règlement sur la tarification des services de la Sûreté du Québec. Mais je veux rassurer la collègue, de même que l'ensemble des municipalités, l'Union des municipalités, la FQM également. On est en train de travailler, ma collègue et moi, ma collègue des affaires municipales, pour effectivement répondre à ces préoccupations, notamment l'urgence budgétaire pour les municipalités, mais on est en train de travailler très concrètement. Évidemment, je ne peux pas annoncer aujourd'hui ici l'issue de ce travail, mais ce sera annoncé très bientôt. J'invite la députée d'Acadie à être attentive vers la fin de la semaine prochaine, alors que nous pourrons faire une annonce en ce sens qui sera de nature à rassurer tout le monde et qui réglera d'une part le problème budgétaire, et réglera aussi cette question, cette préoccupation qu'ont les municipalités sur cette volonté que soit enfin révisée la réglementation sur la tarification des services de la Sûreté du Québec. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de l'Acadie. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci de la réponse. Dans son intervention lors du débat sur le discours inaugural, la ministre de la Sécurité publique a exposé ses dossiers prioritaires pour les prochains mois. Hélas, pas un mot sur la question de la facturation des services de la Sûreté du Québec. On comprend que ce n'était pas prioritaire pour la ministre. Maintenant, elle nous parle d'une annonce qui sera faite la semaine prochaine. Est-ce qu'elle peut nous dire à quel moment exactement et est-ce qu'elle peut nous dire le montant qui sera octroyé aux municipalités? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, bien, Monsieur le Président, la députée sait très bien que ces discours d'ouverture, malheureusement, on dispose d'un temps limité. On a plusieurs sujets abordés, notamment nos circonscriptions, etc. Alors, oui, c'est une priorité pour nous et le fait est qu'on va faire une annonce dès la semaine prochaine. Je peux lui indiquer que ce sera le 13 décembre. Je l'invite à être à l'écoute. Alors, dans la mesure où nous serons en poste depuis moins de 2 mois, à ce moment-là, j'estime qu'on aura été très diligent dans le règlement de ce dossier qui, je le rappelle, ces revendications-là datent de beaucoup plus longtemps que notre arrivée au gouvernement et je n'ai pas entendu, moi, le Parti libéral, dans les dernières années, faire connaître quelque intention que ce soit de reviser le règlement sur la tarification de la Sûreté du Québec. Alors, libre à elle aujourd'hui de dénoncer ce problème-là, mais nous, on va le régler. Bravo. Troisième question complémentaire. Excusez-moi, Madame la députée de Vaudreuil.
c'est quand même surprenant et surtout très inquiétant pour les villes, les municipalités, les associations. Il n'y a rien dans le dossier, dans le discours inaugural du premier ministre, ni même dans le spectacle lors de la mise à jour économique sur les municipalités, les villes. On est content d'entendre que ça s'en vient. Les villes aussi ont hâte que ça s'en vienne. Le gouvernement a déjà fait sa part et les villes s'attendent aussi à avoir la part telle que promis. Est-ce que la ministre des Affaires municipales peut nous expliquer pourquoi les promesses du gouvernement se sont envolées? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci. Je remercie la députée pour la question. En fait, moi, c'est plaisant. Ça fait 9 semaines que je suis en poste. Alors, tous les problèmes qui étaient auparavant m'arrivent sur mon bureau. Je suis très heureuse de les travailler maintenant. Et j'ai rencontré plusieurs municipalités. Je peux vous dire qu'elles sont rassurées. On a travaillé justement avec ma collègue ici à la sécurité publique. Le dossier est en voie d'être annoncé. Les municipalités seront très heureuses de la réponse au moment opportun. Excusez-moi. Merci. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, dans les régions du Québec, il y a trop de municipalités dévitalisées. C'est le cas dans Roberval. Premier exemple. Au Québec, près d'une centaine de municipalités déversent toujours leur égout dans les cours d'eau. C'est le cas notamment de Saint-Eugène-d'Argentenay, Saint-Edmond-les-Plaines, Saint-Thomas-d'Idyme, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, qui sont tous dans la circonscription de Roberval. Lors de la campagne électorale, la CAQ disait « Une grande corvée nationale s'impose pour le fleuve, ses affluents et les autres cours d'eau du Québec. » Pourtant, ni dans le discours inaugural, ni dans l'énoncé économique, rien, pas une scène de plus pour que cessent les déversements dans nos rivières et dans nos lacs. Pour les petites municipalités dévitalisées, installer des systèmes de traitement des eaux usées conformes représente des coûts astronomiques. Est-ce que la ministre de l'Environnement peut s'engager à ce que les sommes soient au rendez-vous immédiatement pour mettre fin au déversement dans nos cours d'eau? Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, merci à mon collègue. Je suis heureuse de l'entendre pour la première fois en Chambre et je le remercie pour sa question concernant en Chambre. On n'est pas en Chambre ici? Non? On est au Salon Bleu. Enfin, regardez, j'introduis tout le nouveau vocabulaire. Merci pour votre compréhension. Sachez que dès le début de mon mandat, j'ai été témoin de plusieurs échanges entre les municipalités et le ministère de l'Environnement. Et j'ai tenu à participer à plusieurs de ces échanges parce que, bien sûr, comme citoyenne, quand j'entends ces situations, ça me préoccupe. Et je comprends. Et j'ai été à même de constater que le ministère de l'Environnement est à pied d'œuvre dans chacune de ces situations pour s'assurer d'accompagner chacune de ces villes, chacune de ces municipalités à bien faire les choses. Et je suis fière de mon ministère en la matière. Maintenant, j'entends clairement les inquiétudes et je peux vous rassurer que nous accompagnons chacune de ces municipalités à bien faire les choses. Merci. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, dans le dossier des eaux usées, 8 inspecteurs ont été coupés de 2014 à aujourd'hui. Résultat, les petites municipalités comme celle au Lac-Saint-Jean sont laissées à elles-mêmes pour faire leur propre inspection. Avec la CAQ, on veut encore plus couper d'emplois dans le gouvernement. Quand le gouvernement va-t-il prendre le dossier des eaux usées au sérieux et va-t-il augmenter le nombre d'inspecteurs pour accompagner les municipalités? Madame la ministre ou Madame la ministre des Affaires municipales. Je remercie le député de Jonquière, étant ministre de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau, je veux le rassurer, au niveau de Roberval, justement, on a eu des rencontres avec le maire de Roberval au niveau de sa problématique. Vous savez maintenant que je l'ai invité à déposer une demande d'aide financière pour le problème des eaux usées. Je sais très bien que le problème relève aussi de la ministre de l'Environnement. Et pour ce qui est du sujet des inspecteurs, oui, nous regardons justement à savoir si on ne pourrait pas augmenter le nombre d'inspecteurs, considérant que l'environnement, on le prend ça à cœur. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, mais Monsieur le Président, les gens dans les petites municipalités, là, au Lac-Saint-Jean, ils veulent des réponses immédiates, ils veulent des solutions à court terme. On a 2 ministères qui sont pris dans la bureaucratie.
Pendant ce temps-là, 5 municipalités dans la circonscription de Roberval rejettent leurs eaux usées dans les cours d'eau, dans la nature. On a 8 inspecteurs de moins à cause de l'austérité libérale. La CAQ veut en couper plus. Quand est-ce qu'ils peuvent prendre l'engagement pour régler le plus rapidement possible cette question-là pour les gens de la circonscription de Roberval? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, il n'y a aucunement question de couper dans les services, ce que je peux vous dire. Ayant rencontré justement le maire de Roberval à plusieurs reprises, je peux vous rassurer, son dossier est sur mon bureau et il est à l'étude présentement. Alors, on a eu des appels téléphoniques, il est rassuré, il attend la réponse et on va essayer de tout faire pour l'aider dans la situation. Maintenant, il y a eu de l'aide à Roberval, il l'a reconnu. Il y a eu déjà des services impressionnants qui ont été faits là. Alors, je crois, Monsieur le Président, que la situation, on l'a pris en main et on continue de travailler ensemble avec les petites municipalités dont j'en fais partie. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Question principale, Madame la députée de Maurice Richard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 12 octobre dernier, les autorités américaines ont autorisé l'agrandissement du site d'enfouissement de Coventry au Vermont afin de permettre aux propriétaires du lieu d'enfouir jusqu'à 600 000 tonnes de déchets par année. Le site est juste à côté de la rivière Black, qui est un des affluents du lac Memphremagog, source d'eau potable de tous les citoyens de l'Estrie. L'agrandissement autorisé, ça représente plus de 2 millions de pieds carrés, soit l'équivalent de 40 terrains de football. Tout le monde en Estrie se mobilise dans ce dossier, les citoyens, les maires locaux, même la ministre fédérale de l'Environnement. Le seul acteur qui semble absent pour le moment, c'est le ministère de l'Environnement. Je veux donc profiter de l'occasion pour permettre à la ministre de nous informer des représentations qu'elle a faites auprès des autorités vermontoises depuis son arrivée en poste il y a 49 jours pour mettre fin à ce projet qui met en danger l'approvisionnement en eau, je le rappelle, de 250 000 personnes en Estrie. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je suis content de la question parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de rencontrer le gouverneur du Vermont. Il nous a d'ailleurs invités à aller visiter les installations. Il m'a dit que, selon lui, selon toutes les évaluations qu'ils ont faites, il n'y a aucun risque de fuite. Donc, on sait que les gens, entre autres à Magog, puis le député d'Orford nous en parle beaucoup de ce projet de Coventry. Donc, on a des discussions avec l'État du Vermont, avec le gouverneur du Vermont, puis on va s'assurer qu'il n'y a pas de risque de déversement du côté américain qui pourrait nuire à cette magnifique région ici au Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Donc, je comprends que la ministre n'a pas l'air d'être au courant de ce dossier-là non plus. Je l'invite effectivement à parler à son collègue, le député d'Orford, qui s'active présentement à faire signer une pétition pour interpeller son propre gouvernement à agir. Un petit peu surprenant. Je suis contente que le premier ministre ait fait référence à sa rencontre avec le gouverneur du Vermont, M. Philcott. Je suis effectivement convaincue qu'il a abordé ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que la ministre nous dise quelle assurance a reçu le premier ministre dans ce dossier lors de cette rencontre. Madame la ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, l'environnement, c'est un dossier complexe qui comprend plusieurs éléments. Je tiens à rassurer ma collègue, la députée de Maurice Richard, que dès les premiers jours, j'ai été en communication constante avec mon collègue, le député de Magog, Orford. Je vais devenir une championne, je vous rassure, sur toute la dénomination de tous qui sont en chambre, et que nous avons pris très au sérieux la situation et que nous étions à pied d'œuvre dès le premier jour. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, la Ville de Newport a annoncé qu'elle cesserait définitivement de s'occuper de l'assainissement des eaux du Lixivia provenant du dépotoir de Coventry. Cette décision est catastrophique. Elle augmente considérablement les risques de contamination du lac Memphremagog. Monsieur le Président, les conséquences pourraient être dommageables pour des dizaines de milliers de citoyens de l'Estrie. J'aimerais connaître les intentions de la ministre pour régler cette situation. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence? On est à la fin de la période de questions. Réponse attendue du Premier ministre. Il est le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, il me semble que la réponse est claire. J'ai rencontré le gouverneur du Vermont.
Je lui ai parlé du dossier de Coventry. Il m'a assuré qu'il n'y avait aucun risque de déversement. C'est du côté américain, là. Donc, c'est pas... Il y a un risque, effectivement, que si ça atteint le lac, ça vienne chez nous, dans ce magnifique lac. Donc, il m'a invité, puis je pourrais y aller, puis je pourrais peut-être inviter la députée à aller visiter les installations là-bas, aux États-Unis, pour se convaincre qu'il y a zéro risque. J'ai quand même l'assurance, là. J'ai le gouverneur du Vermont qui m'assure qu'il n'y a aucun risque, quand même pas rien. Je ne sais pas ce qu'elle va avoir de plus. Est-ce qu'elle voudrait que je parle à M. Trump? Je ne sais pas. Et voilà, ceci met fin à la période de questions. Bonne fin de journée. Merci.